Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Mohamed Zouak. Succession de médailles, de ceintures et de titres de champion du monde pour les Marocains d'Europe dans les sports de combat. Amira Tahiri, maroco-néerlandaise qui a seulement 12 ans, est devenue quintuple championne du monde de kickboxing ce vendredi 12 novembre. Le kickboxer Youssef Aswiq, maroco-danois, qui a défendu sa ceinture de champion du monde de l'ISCA avec succès ce samedi 13 novembre. Mais il y a aussi Amal Amjahid, belgo-marocaine, qui a remporté ce samedi aussi son 6e titre de championne du monde de Jiu-Jitsu. On pourrait aussi citer le franco-marocain Soufiane Oumiha, qui est devenu double champion du monde de boxe amateur le 5 novembre dernier. Donc un mois de novembre riche en titres mondiaux pour ces enfants d'émigrés marocains dans 3 sports de combat différents. Un insolent succès qui nous amène à nous interroger sur l'appétence des Marocains de la diaspora pour les sports de combat, en allant du judo au kickboxing et en passant par le jiu-jitsu, à la boxe anglaise ou au MMA, c'est-à-dire les arts martiaux mixtes. Peut-on parler de rage de vaincre, en référence au célèbre film de Bruce Lee? Le quartier, la cité, la banlieue, ou plus largement là où vivent les classes populaires, sont en réalité des pépinières pour futurs champions. La vie d'un enfant d'immigré n'est-elle pas souvent un sport de combat, pour paraphraser le sociologue français Pierre Bourdieu? Alors pour en parler dans cette émission, je dois au préalable enfiler mon casque de protection et mon protège-dents, car j'ai le plaisir de monter sur le ring de cette émission avec le champion mondial de kickboxing et full contact, j'ai nommé Khalid El Kandili. Bonjour, c'est Khalid. Bonjour, c'est Mohamed. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un vrai plaisir pour moi de vous avoir dans cette émission parce que, jeune adolescent, j'admirais vos succès, vos titres de champion. C'était un vrai plaisir de voir un Marocain comme vous, mais il y avait aussi Rahilou qui a eu aussi un succès mondial, de les voir à la télé, de voir des gens qui ont un petit peu le même parcours que nous, enfants, être dans le petit écran et servir d'exemple pour toute une génération. Donc c'est un vrai plaisir. Alors je rappelle, vous êtes champion du monde de full contact de 1986 à 1990. Vous êtes aussi vice-président de la Fédération marocaine de boxe anglaise et vous êtes à la tête de Canal Atlas, l'émission Canal Atlas sur Al Oula et Marocain des Amériques sur 2M. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Alors, j'imagine que vous avez suivi les succès, les titres remportés ces derniers jours par de nombreux Marocains ou d'enfants d'immigrés marocains. Comment vous appréciez cette succession de titres, cette succession d'exploits? Parce que pour certains, c'est le 9e titre mondial, 5e titre mondial pour la petite jeune maroco-néerlandaise. Comment vous appréciez ce succès dans les sports de combat, dont des sports que vous avez pratiqués il y a quelques années? Oui, tout d'abord, c'est une fierté de voir que les jeunes issus de l'immigration marocaine dans le monde font la pluie et le beau temps sur tous les tatamis, les ruines du monde. Ça, c'est une bonne chose. Et puis, fierté aussi dans la mesure où ces jeunes, parfois, montent sous les couleurs du Maroc, avec le drapeau marocain, alors qu'ils pourraient le faire avec leur pays de naissance, avec leur pays où ils vivent, leur pays où ils sont nés, et ils décident de monter avec le drapeau marocain. Et c'est une belle chose parce que il m'est arrivé souvent de regarder des combats, et puis d'un seul coup, on voit un drapeau marocain de quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais qui a décidé, lui, de boxer sous les couleurs marocaines. Et les boxeurs marocains aujourd'hui, je parle des fighters, disons plutôt les fighters marocains que boxeurs, les fighters marocains dans le monde, ils viennent de tous les horizons. Avant, effectivement, il y avait une forte proportion de gens issus de l'immigration marocaine en Europe, mais aujourd'hui, on a des talents aux États-Unis, on a des talents au Canada, on a des talents même en Thaïlande. Il y a des talents un petit peu partout qui lèvent haut et fort le drapeau marocain. Et ce qui est intéressant, sans rien demander, c'est-à-dire que le plus important pour eux, c'est de défendre les couleurs du Maroc.
C'est-à-dire qu'il y a un attachement avec l'identité d'origine, l'identité, le pays des parents, le pays d'origine. Cet attachement se manifeste par ce drapeau qui est brandi. Pourquoi dans les sports de combat en particulier, en fait? Est-ce que cette notion de drapeau et de nationalité sportive est moins problématique que par exemple dans le foot où on sent qu'il y a des hésitations, c'est un peu plus compliqué, même si beaucoup de membres de l'équipe nationale du Muntakhab sont des Marocains résidents étrangers, des binationaux. Pourquoi dans les sports de combat, très facilement, il y a cette identification au Maroc? Est-ce que c'est parce que dans ce cadre-là, vu que c'est un sport individuel, la nation sportive compte moins et donc on peut combattre, on combat pour soi et pas forcément pour le pays? Enfin, comment ça fonctionne? De toute façon, comme vous l'avez dit, il y a des disciplines qui sont des disciplines individuelles et des disciplines, le football se joue par équipe. Le football a ses règles. Le football, comme on dit, c'est le sport roi, c'est le sport numéro 1 dans le monde. Il a ses règles. Et lorsque un enfant d'immigration arrive à l'âge de décider pour quel pays il doit jouer ou concourir, eh bien, il y a toujours un déchirement parce que moi, ça, je l'ai déjà rencontré plusieurs fois. Si on reste dans le domaine du football, les parents poussent le gamin à jouer sous les couleurs du Maroc, et le gamin, en fin de compte, il voit plutôt son intérêt pour sa progression personnelle, ce qui peut être compris. Et généralement, dans le monde du football, parce que le monde du football, comme vous le savez, c'est un monde qui est très bien organisé. Il y a des agents de joueurs. Un gamin qui fait du foot, il a comme objectif d'avoir le plus de titres et de jouer dans les équipes les plus prestigieuses au monde. Donc automatiquement, même si le cœur est au Maroc, la raison, elle est au plus offrant. Oui, là où il y a des équipements, de l'accompagnement et peut-être aussi une visibilité pour sa carrière de footballeur, puisqu'il y a des enjeux financiers aussi qui sont extrêmement importants notamment dans le football. Il y a aussi d'autres sports collectifs effectivement qui ont les mêmes enjeux. Alors pour revenir à ces champions, donc notamment dans le kickboxing, dans le jiu-jitsu, on voit aussi une féminisation. Je rappelle, vous étiez champion de full contact kickboxing dans les fins des années 80, début des années 90, et on voyait surtout des hommes, vous, Rahilou, etc., et puis d'autres qui ont suivi. Là, on voit une féminisation, et puis on voit aussi des succès de plus en plus jeunes. Quand on prend Amal Amjahid, 6e titre, je crois, de championne du monde de Jiu-Jitsu. Amira Tahiri, quintuple championne du monde de kickboxing à l'âge de 12 ans. Le premier titre, elle l'a eu à 9 ans. C'est impressionnant. Ça veut dire qu'ils arrivent au plus haut niveau, de plus en plus jeunes, et en plus, il y a une féminisation aussi, c'est-à-dire qu'il y a des hommes, mais il y a aussi des femmes qui deviennent champions, championnes. C'est quelque chose aussi qui montre aussi une sorte de démocratisation de ces sports de combat qui ne sont plus réservés aux cogneurs, à des garçons peut-être un peu turbulents qui canalisent leur force dans la boxe, le karaté ou le kickboxing. Ce qu'il faut voir dans ce phénomène, c'est très simple. C'est que les sports de combat sont avant tout des sports où il faut s'imposer, où il faut s'affirmer. Et c'est pour cela qu'une majorité de jeunes issus de l'immigration, qu'on a plus ou moins rejetés avec leurs parents dans des quartiers ghettos, finissent par trouver leur place dans les sports de combat parce qu'ils ont besoin de s'exprimer, parce qu'ils trouvent une certaine autorité qui, parfois, ne la trouve pas ailleurs, et un respect de celui qui enseigne. La venue des filles, je dirais, c'est une démocratisation, mais c'est au-delà d'une démocratisation, c'est de l'affirmation. Parce que les filles, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, issues de l'immigration et dans ces quartiers, étaient toujours très discrètes. Alors que les filles sont celles qui réussissent le mieux dans leurs études. Elles sont complètement concentrées dans leurs études. Des fois, elles sont coincées entre
je m'excuse, le papa et le frère. Et là, effectivement, depuis quelques années, il y a un engouement des filles avec des résultats. Et puis cet engouement des filles avec les résultats, c'est aussi dans les pas du football. Ouais. Parce que le football, lorsque le football s'est ouvert aux femmes, au début, on regardait ça de loin en se disant, bon, c'est peut-être pas porteur, au niveau de la télévision, ça n'a pas fonctionné, les sponsors vont pas suivre. Eh bien, le football féminin est au même niveau, je dirais, au niveau spectacle et au niveau audiovisuel que le football masculin. C'est bien couvert médiatiquement. Et derrière cela, les sports de combat, en général, ont mis en avant aussi les combats féminins pour deux raisons. D'une part, pour montrer que ces sports de combat sont très bien structurés et qu'ils sont ouverts à tous, aussi bien aux enfants qu'aux femmes, pour des raisons de sécurité, parce que généralement, à chaque fois, le préjugé qu'on a sur les sports de combat, c'est qu'on se dit, c'est des sports de combat, c'est violent, donc c'est dangereux. Alors que pas du tout. Il y a plus d'accidents graves dans le domaine du football que dans le domaine des sports de combat. Juste comme ça, pour faire un parallèle. Il y a plus d'accidents graves dans le rugby que dans les sports de combat. Voilà. Parce qu'il y a des protections, parce que c'est encadré, et parce qu'on sait qu'on peut faire mal, et donc tout est mesuré, tout est calculé pour éviter justement les accidents dans un sport qui peut avoir un impact. Et effectivement, on l'a vu quand vous parliez des femmes et des jeunes filles, on a vu d'abord celles qui ont un petit peu ouvert la voie, avec Rizlen Zouar, avec Asma Niang, je crois, qui dans le judo, qui ont eu un succès notamment au Maroc, continental aussi. Donc ça a peut-être aussi créé des espoirs pour d'autres jeunes filles qui se sont dit pourquoi pas, ou peut-être même que ces jeunes filles ont pris exemple sur leurs aînés masculins qui ont réussi aux Pays-Bas, en Belgique, en France et dans d'autres pays. En tout cas, elles ont investi le terrain du sport de combat avec force et courage. Et c'est vrai qu'on les salue dans cette émission. Alors, vous avez parlé des quartiers. Je voudrais parler de ce point-là parce que c'est intéressant. Vous avez parlé des quartiers souvent issus des milieux populaires. Donc c'est beaucoup d'enfants d'immigrés, mais pas que. On se souvient qu'il y a aussi des grands boxeurs en boxe anglaise qui ne sont pas forcément maghrébins, mais qui sont issus des quartiers populaires, que ce soit en France ou en Belgique, qui ont réussi. Donc les quartiers populaires sont un petit peu un vivier de talents. Le sport, finalement, est-ce que c'est pas une sorte d'alternative pour eux, pour s'en sortir, pour avoir du succès, pour se trouver finalement un but dans la vie? Comment concilier le sport et la vie en société dans ces quartiers? Je sais que vous avez travaillé notamment dans le domaine associatif en région parisienne pour aider justement les jeunes à s'intégrer par le sport. Quelle est votre réflexion par rapport à cette coordination entre sport et intégration, sport et réussite? J'ai effectivement travaillé dessus pendant très très longtemps, puisque en 1984, j'avais créé l'association Sport Insertion Jeune. Et le titre veut tout dire. Sport Insertion Jeune, pour moi, le sport est un bon outil d'intégration sociale. Bon, alors, c'est vrai qu'à l'époque, j'étais peut-être un petit peu en avance parce que j'avais du mal à me faire comprendre, mais j'ai pu à travers l'activité sportive développer un réseau d'activités sur un ensemble de quartiers en France. À l'époque, en France, on avait 1400 quartiers. Et lors d'un reportage qui était diffusé sur ce que je faisais dans les quartiers, ce que je faisais aussi à l'école polytechnique, parce que j'ai aussi enseigné à l'école polytechnique, et j'emmenais des gamins des quartiers s'entraîner avec moi à l'école polytechnique, et j'emmenais des polytechniciens dans les quartiers s'entraîner avec moi dans les quartiers, parce que je voulais que les gamins se disent, moi demain je veux être polytechnicien, je veux réussir dans la vie, donc il faut que je fasse des études. Et le polytechnicien, comme je savais que le polytechnicien, à un moment ou à un autre, il allait avoir de hautes responsabilités, je voulais que ce polytechnicien se dise, tiens, un jour mon prof, il m'a amené dans les quartiers, je connais ces quartiers et je sais que je peux les aider et que je peux, faire en sorte que ça aille mieux sur ces quartiers-là. Le sport comme outil d'intégration sociale, ça a toujours été mon leitmotiv. Et tous les grands champions, quels qu'ils soient, on va remonter
au champion des champions, qui pour moi est la référence, qui a fait vibrer nos parents, qui nous a fait tous vibrer, c'était Mohamed Ali. Oui, bien sûr. Mohamed Ali vient d'un ghetto, il est devenu une référence pour tout le monde, et je dirais ses interventions télévisuelles ou ses interventions dans des classes pour parler aux gamins et tout ça, sont restés gravés à jamais dans la mémoire des uns et des autres. Donc le sport comme outil d'intégration sociale, un reportage est passé sur moi sur France 2 dans Envoyé spécial. J'avais été contacté à l'époque par le ministre de la Ville qui venait d'être nommé en 91. Et quand j'ai rencontré le ministre de la Ville, il m'a dit, voilà, moi j'aimerais bien développer ce que vous avez fait dans les quartiers avec le sport. Comment je peux vous aider? Je lui dis, c'est simple, moi ça va. Peut-être l'idéal, c'est de rencontrer ceux qui agissent sur le terrain et qui n'ont pas de soutien. Eh bien, j'ai pu me rendre compte, en réunissant un petit peu les uns et les autres pour rencontrer le ministre, que sur les 1400 quartiers, on intervenait déjà dans 800 quartiers. Sans avoir cherché à le faire. Ouais. C'est-à-dire que par le réseau, on a développé 800 associations sur les quartiers qui agissaient avec le sport. Et quand le ministre de la Ville, à l'époque, les avait rencontrés, il s'était engagé à soutenir sport et insertion. C'est-à-dire que là où il y avait des activités socio-sportives, il les soutenait à travers ce qu'on appelait à l'époque les sous-préfets à la ville, à travers la politique de la ville. Et puis de là, s'en est arrivé à la rencontre avec le président feu François Mitterrand en 92, qui a en fin de compte donné un vrai coup de pouce au sport comme outil d'intégration sociale. Et à l'époque, on avait organisé les trophées des quartiers avec des sportifs qui agissaient sur ces quartiers-là. Donc le sport comme outil d'intégration sociale, c'est aussi une façon de sortir les gamins de la difficulté. C'est aussi une façon d'éduquer les gamins en les ouvrant sur l'extérieur, parce que quand vous avez une équipe de football qui sort de son quartier et qui va ailleurs, eh bien elle sort du quartier, les parents les accompagnent, c'est une sortie, et puis en fin de compte, c'est aussi faire en sorte de participer au vivre ensemble. Et ça, c'est important. Alors, vous êtes entre Paris, vous partagez votre vie entre Paris, Bruxelles et Rabat au Maroc. Et d'ailleurs, le développement du sport et toujours cette logique d'utiliser le sport comme outil d'insertion et de réussite, vous avez aussi des projets au Maroc pour donner une nouvelle chance à des jeunes qui seraient en difficulté scolaire ou qui seraient en rupture scolaire, même pour dire les choses telles qu'elles sont, pour les ramener un petit peu dans un cursus normal, mais via le sport. C'est une nouvelle chance que vous souhaitez donner aux jeunes de quartiers défavorisés au Maroc aussi. Voilà, j'avais été approché il y a quelque temps par le ministère de l'Éducation nationale pour les aider à revoir un petit peu l'école de la deuxième chance, en lui donnant une dynamique originale. Et mon idée parce que l'école de la deuxième chance, c'est un domaine que je connais bien, puisque j'ai eu l'occasion de travailler dessus à l'époque quand j'étais au ministère de la Défense en France, puisque j'ai eu quelques années au service de la France dans différentes administrations françaises. Et donc, l'école de la deuxième chance, on va lancer une école de la deuxième chance sport-études. C'est-à-dire, on va permettre à des gamins qui sont sortis du système scolaire de les remettre dans le système scolaire avec, dans la matinée, des matières générales pour le remettre à niveau. Et puis l'après-midi, réservé au sport. Et réservé au sport pour deux choses. D'une part, pour lui permettre de vivre en société, parce que le sport aussi nous éduque pour vivre en société, ça d'une part. Et puis d'autre part, pour aussi détecter de jeunes talents, parce que il y a des pépites dans tous les quartiers au Maroc. J'ai vu des gens extraordinaires qui font des choses extraordinaires dans différentes disciplines, et nous, on a envie, à travers cette école de la deuxième chance, de les repérer. Alors, cette école de la deuxième chance sport-études, vous comptez l'ouvrir où, cette première école Alors, cette première école, on va l'ouvrir à Benfik,
Sidi Othmane, dans la province de Ben Sidi Othmane, sur Casablanca, avec la délégation de l'éducation nationale. Oui. On a l'école, donc on est en train de terminer les travaux qui restent à faire sur cette école. Ce serait pour la prochaine rentrée? Voilà, non, pour janvier. Dès janvier, d'accord. Ouais, on va démarrer les activités en janvier. Super. En janvier, on va démarrer les activités. Alors, comment seront sélectionnés ces jeunes qui auront cette seconde chance? Est-ce que c'est des associations qui vont vous envoyer des jeunes? Est-ce que vous-même, vous allez détecter? Comment ça se passe? C'est très simple. C'est-à-dire que on va associer tous les clubs. Il y a beaucoup de clubs dans ces quartiers-là, qui sont dans ces quartiers populaires et qui font un travail au quotidien avec pas beaucoup de moyens. Et donc, on va les associer pour recruter des gamins qui sont chez eux et qui ont un petit talent et qui ont arrêté l'école. Voilà. Donc, on va le faire avec les clubs sportifs de la région de Casablanca. Super. Eh bien, une info en primeur pour les auditrices et les auditeurs de Radio 2M sur un projet extrêmement intéressant de sport-études dans cette école de la seconde chance. Alors, vous travaillez aussi beaucoup avec la fédération de boxe anglaise oui. et donc l'objectif est aussi de structurer, de relancer peut-être aussi des projets au sein de la fédération boxe anglaise pour essayer de retrouver aussi, de détecter des jeunes talents et puis d'associer les boxeurs marocains à l'étranger. Comment se fait justement cette connexion entre la Fédé et les sportifs, les boxeurs, les combattants marocains à l'étranger? Est-ce qu'il y a des circuits de dialogue ou bien c'est encore un petit peu compliqué? Non, je pense que vous savez que la CGL, avec le ministère de la Communauté marocaine à l'étranger, ils ont mis en place une 13e région économique. Tout à fait. Bon, voilà. Donc le Maroc est découpé en 12 régions et la 13e région, c'est les entreprises marocaines à l'étranger, les entrepreneurs marocains à l'étranger. Eh bien, nous, on a créé, avec un ensemble d'associations et de sportifs à l'étranger, on a créé la 13e Ligue. Donc, la 13e Ligue qui en fin de compte, est composée de tous ces Marocains évoluant sur différents pays dans les sports. Donc, ce qu'on a mis en place, et on va faire l'exemple avec la boxe, c'est qu'on va organiser, en parallèle du championnat national au Maroc, on va organiser un championnat international avec les MRE, même si c'est une ligue. Voilà, donc, par exemple, dans une catégorie, je donne un exemple, la catégorie de 60 kilos, eh bien, dans la catégorie de 60 kilos, eh bien, il va y avoir 2 combattants de France, un combattant de Danemark, un combattant des États-Unis, un autre d'Italie. Donc, et les vainqueurs du championnat de la 13e Ligue, donc de la 13e Ligue, rentreront avec l'équipe nationale au Maroc pour que le DTN, le directeur technique national de la boxe, puisse sélectionner les meilleurs éléments pour représenter haut et fort le Maroc et notamment au JO. D'accord. Donc la 13e Ligue, c'est une nouvelle info aussi. La 13e Ligue permettrait justement de tisser les liens avec cette diaspora, d'organiser, de structurer finalement pour que cette détection se fasse plus facilement avec ce championnat marocain dédié à la 13e région. Alors il y a aussi un autre projet, je crois, que vous voulez relancer au sein de la fédération de boxe. C'est un projet qui a déjà eu quelques éditions. C'était un trophée Mohamed VI de la boxe, c'est ça que vous souhaitez relancer? Donc le président de la fédération m'a demandé de relancer le trophée Mohamed VI de boxe. C'est un trophée de référence. Il y a déjà eu 5 éditions précédentes. Puis après, ça s'est arrêté un moment. Et après, il y a eu la Covid. Tout a été un petit peu chamboulé. Et l'idée, c'est d'en faire un trophée qui s'exporte sur le continent africain. Et d'en faire surtout un trophée où vont être mis en avant les boxeurs marocains, aussi bien
les Marocains à l'étranger que les nationaux, aussi bien des amateurs que des professionnels, avec une, comment dire, avec un programme qui débutera au mois de mai, de l'année prochaine, qui débutera juste après les finales du championnat national marocain et qui débutera au mois de mai à Dakhla. D'accord. Et qui va se dérouler sur une dizaine de dates, dont 4 dates sur des pays africains. D'accord. Et le trophée Mohamed VI va se jouer par exemple au Sénégal, il va se jouer au Cameroun, voilà. Donc et il gardera ce nom, bien sûr, trophée Mohamed VI de boxe, trophée tout à fait. D'accord. C'est-à-dire que le trophée Mohamed VI va donner la chance aux boxeurs africains d'être reconnus à l'international et de pouvoir boxer et d'avoir la possibilité d'avoir des combats, parce que ce qui est difficile sur le continent africain, c'est d'organiser des combats, parce que ça coûte de l'argent. Bien sûr. Et le point qui est important, qui est vraiment très important, c'est qu'on va le faire en partenariat avec l'UAR. L'UAR, c'est l'Union des radios-télévisions africaines. Oui. Et le trophée Mohamed VI sera diffusé sur les 54 chaînes africaines qui composent l'UAR. L'UAR, d'accord. Ah oui, donc il y a aussi ce travail de communication et de médiatisation pour donner justement de l'envergure à cet événement et mettre en avant les boxeurs africains. Voilà, tout à fait, puisque tout à l'heure, en début de présentation, vous avez parlé des activités audiovisuelles avec Canal Atlas. Bien sûr. Moi, je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup sur mes activités. Même des fois, les personnes sont étonnées de savoir tout ce qu'on fait, mais le plus important, c'est de faire. Oui. Donc, c'est pas. Au sein de l'UR, j'ai la responsabilité des télévisions privées. D'accord. Les gens ne le savent pas. Voilà, je vous le dis maintenant, comme ça tout le monde le saura. Donc on comprend l'association avec l'UAR et donc ces différentes chaînes télévisées et stations radio qui vont retransmettre le trophée Mohamed VI, donc qui se déroulera au Maroc, mais aussi dans 4 pays africains, si j'ai bien compris, si j'ai bien retenu. 4 pays africains courant 2022. C'est bien ça. Voilà. Eh bien, donc en tout cas, c'est un programme ambitieux. Ça montre que les sports de combat et la boxe en particulier il y a des ambitions nouvelles qui sont prometteuses pour l'avenir de la boxe marocaine, de la boxe au sein de la diaspora marocaine, mais aussi en Afrique. Vous êtes optimiste par rapport à l'avenir des sports de combat sur le continent ? Oui, tout à fait. Moi, je suis optimiste. Et puis surtout, ce qui est important dans tout ça, c'est que le Maroc est exemplaire dans beaucoup de domaines. Et on ne le sait pas, et on ne le médiatise pas, et on n'en parle pas. Il faut savoir une chose. Si le trophée Mohamed VI peut aller sur le continent africain, c'est aussi grâce au travail du président de la fédération pendant des années. Il a fait un vrai travail sur lequel il n'y a pas eu de communication. M. Jawad Belhaj. Qui porte le fruit. Pardon ? Monsieur Belhaj, président, vous avez dit le président. Voilà, Jawad Belhaj. Donc, le travail qui a été fait, ça c'est important, c'est un travail qui est reconnu au niveau de la fédération internationale, qui est reconnu auprès des autres fédérations. Il faut savoir que la fédération royale marocaine de boxe est la seule fédération, toute fédération confondue au niveau mondial, qui prend en charge toutes les activités de la boxe. C'est-à-dire qu'un club qui s'affilie à la fédération ne paye rien. La fédération prend en charge l'assurance des membres du club. La fédération, par exemple, pendant la Covid, a octroyé une indemnité mensuelle aux athlètes, aux combattants. À ces clubs affiliés. Et il n'y a aucune fédération qui ne prend pas d'argent sur les clubs. La seule qui le fait, c'est la fédération royale marocaine. Eh bien, c'était important que vous le souligniez. Donc, on retiendra que la fédération de boxe s'ouvre sur l'Afrique et c'est extrêmement important, ou en tout cas, essaye de transformer l'essai, pour reprendre un langage de rugbyman, essaye de transformer l'essai au niveau de l'Afrique avec ce trophée Mohamed VI qui est une annonce importante. Trophée Mohamed VI qui se déroulera au Maroc et dans 4 pays africains. Cette ouverture aussi vers la diaspora, la fédération s'ouvre vers la diaspora
fois avec cette 13e ligue. Et enfin, une annonce que vous avez faite un peu avant, l'école de la seconde chance, sport-études, pour essayer d'encourager les jeunes des quartiers populaires au Maroc et notamment à Casablanca pour réussir dans le sport. Merci beaucoup Khalid Kandili pour cet éclairage et ravi de vous avoir eu comme invité sur cette émission.